Si vos pas vous amènent un jour dans les rues du Paris du XVe siècle, vous vous arrêterez peut-être dans ce qui est aujourd'hui le jardin des Buttes-Chaumont, mais qui, en cette époque troublée par une guerre de 100 ans qui n'en finit plus de durer, compte alors parmi les lieux les plus sinistres de l'histoire judiciaire française, le gibet de Montfaucon. Vous le savez sans doute, en France, la peine de mort a été abolie par la loi du 9 octobre 1981, après des siècles d'application et des décennies de lutte abolitionniste. Si le symbole de la peine de mort reste pour les Français la guillotine, laquelle n'a pas été inventée par M. Guillotin, qui était juste député, et qui n'est pas mort guillotiné non plus d'ailleurs, cette invention ne date que de l'époque de la Révolution française, où elle a été adoptée. Sa généralisation date en effet de 1791, avec l'entrée en vigueur du premier code pénal. Elle était alors considérée comme un châtiment à la fois plus doux et plus égalitaire. En effet, avant l'uniformisation introduite par l'emploi de la guillotine, la peine de mort s'est illustrée par une multitude de formes et de procédés. Dresser un tableau exhaustif des moyens employés pour zigouiller légalement son prochain sous l'Ancien Régime étant fastidieux, compte tenu de la durée de la période et de la grande variété induite par un système juridique et judiciaire épars, on se contentera de citer quelques méthodes parmi les plus fameuses. La décapitation, considérée, on l'a vu, comme un moyen plutôt clément de mettre fin au jour d'autrui, était réservée aux nobles, car n'étant pas considérée comme étant infamante. Le bûcher, que l'on destinait aux hérétiques, relapses et autres sorcières, ainsi qu'à certaines bergères lorraines à l'âme un peu trop guerroyante pour certains prélats anglois, aux meurtriers condamnés avec circonstances aggravantes, on réservait le fameux supplice de la roue. Grosso modo, on vous attache à une grande roue, on vous assène une série de coups destinés à vous briser les membres, puis on finit par vous étrangler. Le tout accompagné d'un écartèlement par 4 chevaux si le condamné était en plus parricide, donc s'il avait tué ou tenté de tuer le roi qui était le père de la nation. Enfin, le mode d'exécution du bas peuple et des criminels de droit commun était la pendaison, pour des raisons principalement de facilité. Ah oui, il suffit d'une corde et d'un endroit où l'accrocher. Et c'est ce dernier mode qui va nous intéresser aujourd'hui, car le lieu dont je veux vous parler est un lieu de pendaison, un gibet. À la base, le gibet de Montfaucon est un ensemble de fourches patibulaires, c'est-à-dire des piliers en bois ou en pierre reliés par des traverses auxquelles on accrochait les malheureux condamnés par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Situé sur la butte de Montfaucon, dans ce qui est aujourd'hui le 10e arrondissement de Paris, mais qui était alors le faubourg Saint-Laurent, donc en dehors de la capitale, ces fourches furent érigées en bois en 1027 par le seigneur Faucon, alors vicomte de Paris. On est là au tout début de la dynastie capétienne. Mais c'est bel et bien la forme qu'elles prirent au XVe siècle qui va nous intéresser aujourd'hui. Forme dont le surnom donne déjà toute l'ampleur de ce que le monument pouvait représenter, les 16 fourches. Le gibet, qui avait déjà été monté sur un socle de pierre rectangulaire d'à peu près 14 mètres sur 10 pour 6 mètres de hauteur, était garni de 16 piliers carrés d'une dizaine de mètres de hauteur. Chaque pilier représentait l'un des quartiers de Paris. Leur disposition n'est pas certaine, mais vraisemblablement, les piliers auraient été disposés sur le pourtour de la structure, 5 à gauche, 5 à droite et 6 au fond. À l'opposé, un vestibule permettait l'accès à la plateforme. Entre chaque pilier étaient insérées des poutres auxquelles on pendait les condamnés. Le nombre de ces poutres n'est pas connu, les hypothèses variant entre 2 à 4 niveaux de poutres entre chaque pilier. Au centre de la plateforme, enfin, était vraisemblablement située une trappe dont on reparlera tout à l'heure. Bref, vous l'aurez compris en voyant cette gravure, tout était parfaitement agencé pour inspirer la peur et pour le supplice qui attendait les condamnés à mort de la ville de Paris. Il se décompose, sans mauvais jeu de mots, en 3 étapes dont chacune participe à une fonction particulière du supplice. L'exécution en elle-même, l'exposition des corps et la privation de sépulture. En ce qui concerne l'exécution elle-même, telle qu'on la pratiquait à Montfaucon, elle était conçue, tout comme le monument, son rituel et son décorum, pour inspirer la peur à ceux qui étaient confrontés, victimes comme publics. Les condamnés devaient monter eux-mêmes l'échelle les menant à la corde ou à la chaîne à laquelle ils allaient être pendus, et qui était fixée à l'une des nombreuses traverses de bois. Le bourreau lui passait ensuite la corde au cou, redescendait l'échelle, puis la déplaçait sur le côté, pour faire au condamné ce qu'on appelait, non sans ironie, le saut sur rien. Et de l'ironie,
Les gens d'alors en ont fait preuve, lorsqu'ils évoquaient la deuxième partie du supplice, l'exposition des corps, surnommée le guet à la lune. Il était rigoureusement interdit de décrocher les corps des condamnés de Montfaucon ou de les déshabiller. Ils étaient condamnés, c'est le cas de le dire, à demeurer suspendus entre les piliers de pierre et à s'y décomposer, ou, plus probablement, à y être dévorés par les oiseaux charognards. Cette partie du supplice était destinée à imprimer la peur dans l'esprit de tous ceux qui étaient confrontés à ce macabre spectacle, visible sur des lieux à la ronde, car situé en haut d'une butte, à une époque où la hauteur générale des bâtiments de Paris n'était pas très élevée. Cette fonction se couplait avec une autre, religieuse cette fois-ci, celle de condamner les âmes, même dans l'au-delà. Cette double fonction d'infamie était si importante qu'il n'était pas rare que l'on accroche post-mortem des personnes décédées ou exécutées ailleurs qu'à Montfaucon. Ainsi, on y pendait des corps de suicidés, dont l'âme était ainsi damnée par l'opération. Et pour remplir cette fonction infamante, les bourreaux ne manquaient pas d'imagination. Le condamné était noble et donc avait été décapité ? Aucun problème, on n'a qu'à le pendre par les aisselles ou bien on le fout dans un sac et on suspend le sac à la corde. L'individu a été condamné par contumace car on ne l'a jamais retrouvé ? Chill frère, on va pendre un mannequin à sa place. On y a même pendu des animaux ayant tué des hommes, animaux que l'on revêtait pour la funeste occasion d'habits afin qu'ils fussent pendus, comme les autres condamnés, conformément à la loi. Une troupe d'archers veillait au grain et surveillait le gibet, jour et nuit, pour éviter que les familles des pendus ne viennent décrocher les corps de leurs proches, ou que des membres de la faculté de médecine ne viennent chercher les cadavres pour y pratiquer des autopsies. Enfin, comme nous l'avons évoqué, la troisième partie du supplice était la privation de sépulture. Une fois les corps plus ou moins décomposés, il fallait bien s'en débarrasser. Seulement, l'infamie qui frappait les condamnés, c'est-à-dire le déshonneur public prononcé par la justice, ne s'arrêtait ni avec la mort, ni avec la dessiccation. Aussi, les pendus de Montfaucon n'avaient-ils pas le droit à une sépulture, toujours dans l'optique de punir leur âme et de marquer les esprits. Ils étaient donc voués à finir la putréfaction entamée au bout de la corde, au fond de la fosse commune qu'abritait le gibet. Vous vous rappelez de la trappe que j'évoquais tout à l'heure ? Eh bien, elle donnait sur une cave qui servait de fosse commune et où on balançait sans grands états d'âme les restes des pendus. Par la suite, le gibet connaîtra une période d'apogée durant les guerres de religion, avec jusqu'à 80 huguenots pendus simultanément entre les 16 fourches. Puis, il sera progressivement délaissé, puis abandonné, car l'édit de Nantes et la paix civile qu'il apporte viendront faire chuter le nombre d'exécutions publiques. L'expansion territoriale et démographique de la ville de Paris aura finalement raison de la butte de Montfaucon et de son sinistre gibet, lequel est aujourd'hui quelque part enseveli sous les immeubles de la rue Bois-Zalinsky, dans le 10e arrondissement de Paris. Toutefois, le sinistre gibet de Montfaucon, lieu symbolisant toute l'horreur de la peine de mort, passera à la postérité par la littérature, inspirant notamment François Villon, qui avait été condamné à y aller se balancer, mais surtout Victor Hugo, qui lui dédiera certains vers poignants de la légende des siècles et offrira au gibet que lui, l'abolitionniste, avait en horreur une touche de romantisme qui marquera les siècles. Car si Montfaucon a été et demeure, tout enfoui qu'il soit, la sépulture d'un nombre incalculable de personnes, il a été le lieu d'un unique mariage, celui de Quasimodo. Le roman Notre-Dame de Paris se termine ainsi. Esmeralda a été pendue, son corps jeté dans la fosse de Montfaucon, que l'on ouvre exceptionnellement pour venir chercher un corps à qui le roi a fait la grâce d'avoir une sépulture. On trouva parmi toutes ces carcasses hideuses 2 squelettes dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé. L'un de ces 2 squelettes était celui d'une femme. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu
était donc venu là, et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qui l'embrassait, il tomba en poussière. Vous, chers justiciables, mesdames, messieurs, si vos pas vous amènent un jour près des buttes Chaumont, arrêtez-vous un peu, si vous en avez le temps et l'envie, et pensez à tous ceux qui, enfouis sous vos pieds, ont fait le guet à la lune, et parmi les restes desquels les poussières d'un homme et d'une femme sont peut-être encore enlacées.